Lydia Jacques, bienvenue à l'émission donc Mémoire vivante et aujourd'hui, nous accueillons Madame Irène Béliveau-Breton qui est âgée de 93 ans. Alors, on a hâte de connaître son histoire et j'ai hâte, tiens, je vais vous la présenter tout de suite parce que j'ai hâte autant que vous d'apprendre à la connaître. Alors, bonjour Irène. Bonjour Madame. Irène, 93 ans, comment on se sent? On se sent pas jeune. Au fond, je dis souvent merci à la vie pour ce que j'ai quand même, là. J'entends bien, puis ma vue est pas si méchante. Il y en a plus de passé qu'il en reste à venir. Oui, parce que moi, j'ai eu quand même une vie assez active, puis j'ai aimé ce que j'ai fait. Je considère, malgré quelques épreuves, que j'ai fait une belle vie, que j'ai réussi plusieurs choses que j'entreprenais. Puis, de ce côté-là, je dis souvent merci à la vie. Ah, le temps passe vite, oui. Puis, de ne plus être capable de faire des projets qui réunissent du monde. Moi, j'ai aimé beaucoup, j'aime encore les gens, mais j'ai aimé travailler avec les gens. Bien, dans ce cas-là, pour apprendre à mieux vous connaître, il n'y a rien de mieux que d'en savoir un peu plus sur votre naissance. On va parler aussi de vos parents. Donc, v'là 93 ans, vous êtes né en quelle année? Je suis née en 1928, à Sainte-Sophie d'Halifax, oui. sur une ferme. On était une bonne famille. J'étais la 10e de 13 enfants. Et puis... on avait une ferme. On travaillait sur la ferme, on travaillait à la maison. Moi, dire que... On chômait pas, là, hein? C'était le lever tôt, hein? C'est ça, hein? Le lever tôt, oui. Il y avait quelque chose que j'aimais pas. C'était l'hiver de me lever à 5h30, 6h pour aller à l'étable faire la traite des vaches. Parce que les femmes allaient à l'étable, puis c'était pas moderne comme aujourd'hui. J'ai pas aimé ça. Mais je l'ai fait parce que... On faisait ça, on commençait jeune à travailler sur la ferme. Et puis, j'ai travaillé dans les champs aussi, les jardins, puis la cueillette des fruits et légumes. On chômait pas, on se levait de bonne heure. Ouais. Mais mon père, il disait, couchez-vous le soir. Mon père s'appelait Wilfrid. Oui. Ma mère s'appelait Philomène. Ils s'étaient mariés, eux autres, à 19, 20, mon père 20 ans, puis ma mère 19 ans. Et puis, ils ont hérité, si on peut dire, de la ferme des Béliveau, parce que c'est des Béliveau qui avaient découvert, qui avaient défriché cette ferme-là. Puis mon père, c'était un homme qui s'était impliqué beaucoup dans la communauté. Père, Wilfrid, c'était dans le mouvement coopératif, hein? Oui, c'était un type qui avait confiance et puis il croyait en se regroupant qu'on avait plus de moyens de se faire entendre par les gouvernements puis en tout cas de prospérer mieux. Mon père c'était un meneur, un leader. Et puis, ma mère aussi avait sa qualité. C'est en plein ça. On va parler de votre mère aussi, son nom. Ma mère, Philomène Pinard, elle a fondé le cercle des fermières de Sainte-Sophie. Ouais, à l'époque, ça s'est pas appelé la FEAS. Après, hein, c'est ça. Au début, puis pour avoir des gens qui la supportaient, il y était 2 femmes, elle puis sa belle-sœur, ma mère puis une de mes tantes. Et ils se promenaient dans les rangs en voiture à cheval. Et puis, ils allaient aux maisons. Pour avoir des membres, hein, c'est ça? Pour avoir des membres. Ils allaient aux maisons. Ça coûtait 1 pièce pour devenir membre du club des fermières. Et puis, quand il y aurait eu assez de membres, bien là, il faisait venir une responsable provinciale pour venir leur dire comment fonctionnait un club de fermières, un cercle des fermières. Oui, très important pour les femmes, de belles rencontres de femmes aussi. Puis là, ça a été dans les départs
où les femmes ont commencé à se regrouper pour se faire entendre. Oui. Parce que les femmes n'avaient pas grand pouvoir, hein, c'était les hommes. Les femmes n'avaient pas grand pouvoir, mais on dit si on se regroupe puis ensemble qu'on fait des demandes gouvernementales, ben ils vont nous écouter. Puis parce que le droit de vote a été acquis par des mouvements de femmes comme ça qui ont travaillé, parce que la femme n'avait pas le droit de voter avant, je ne sais pas en quelle année, c'est en 44 là, que les femmes ont eu le droit de vote. Maintenant, le théâtre, vous avez touché au théâtre pour sauver l'Église, hein? L'Église qui avait brûlé. L'Église Sainte-Sophie, bien oui, hein? L'Église a brûlé en 1939. Ouais, un 16 juin, c'est ça. Ouais. 16 juin 1939. Et puis là, le curé a dit, on va rebâtir. Il dit, on va faire des activités. Et puis, tu me fais penser, j'avais fait une pièce de théâtre avec d'autres filles de mon âge, à peu près, je ne sais pas, 14-15 ans. Puis que les gens venaient voir la pièce de théâtre, ils payaient pour venir voir la pièce de théâtre. Disons que dans ces séances-là, il y avait une pièce de théâtre, mais il y avait aussi des musiciens. Quelqu'un qui jouait bien de la musique était invité à aller gratuitement jouer de la musique pour faire des fonds, pour que les gens passent une belle soirée. Écoute, il n'y avait pas grand loisir dans le temps. C'était les loisirs qu'il y avait dans le temps. C'était quoi dans le temps, les loisirs? Il n'y en avait pas. C'était les loisirs que les gens organisaient comme ça, les soirées de danse. À des endroits, ça dansait, mais pas partout. Okay. La danse, le curé n'était pas pour ça. Ça fait que je sais que chez nous, on demeurait dans le bas du 6 Sainte-Sophie, et puis dans le bas du 6, ça dansait pas. Là, je pense que les gens ont hâte qu'on parle un peu de rencontres et de fréquentation. Hein? Oh mon Dieu, c'est vrai. Ça, c'est le curé, hein? C'est grâce au curé que vous avez rencontré votre premier chum. On s'est rencontrés dans les activités que le curé organisait. Oui. Le curé, c'était un organisateur dans le temps. Et puis, il était convaincant aussi. Ça fait que Gérard, parlez-moi de Gérard Breton. On allait aux activités. Oui. Puis j'ai rencontré Gérard dans ces activités-là. Puis par routine, une fois par semaine, on allait aux activités. Puis on jouait. Ah oui, il y avait une partie de cartes aussi. Oui. Ça coûtait 25 cents pour jouer aux cartes. Mais ça a commencé par des petits regards, c'est quoi? Ça commence toujours comme ça, hein, un petit regard, puis après ça, un petit bonjour, puis après ça, tu vas-tu veiller à soir, puis on se rencontrait là, puis graduellement, il a commencé à venir chez nous, puis c'était ça, notre vie de jeunesse a été bien simple, oui. Mais à l'époque, est-ce que c'est vrai qu'une fréquentation, c'est juste une fois par semaine? Et c'était 2 heures de temps, pas plus. C'est pas plus tard que 10 heures. Oui, c'est ça, de 8 heures à 10 c'est ça? De 7 à 10, bien, celui qui était en retard, qui arrivait à 8 heures, il partait pareil à 10 heures. Pareil à 10 heures. Puis mon père, lui, il se couchait de bonne heure dans le temps parce qu'il se levait de bonne heure. Et puis, on avait le salon, on recevait le chum dans le salon, mes voisins. Il y avait un mur qui séparait, puis c'était la chambre à coucher. Puis mon père, il disait... Qu'est-ce qu'ils font, ceux qui se comptent pas, qui se couchent pas? Ils vont-tu être fatigués demain? Ça fait que, là, c'est le glas qui sonnait. Ça faisait penser que c'était l'heure d'aller se coucher. D'aller se coucher, c'est ça. Mais au moins, ça a duré peut-être 3 ans avant la grande demande en mariage. Comment il vous a demandé de... Comment ça a été demandé? De votre main, oui. Disons que j'ai pas eu de demande officielle. Là. Ça a été tout simplement... on en a parlé. Il y avait un de mes frères dans la maison où je demeurais, mon frère. Il attendait que je me marie. Il trouvait que j'avais mauvais caractère. Parce que, peut-être bien que j'avais mauvais caractère, mais je me défendais, tout simplement. Et puis, si j'avais pas eu le caractère que je... Je défendais ma place, hein, c'est ça. Je défendais ma place. Je défendais ma place. Oui. Et puis...
Là, il a été question de mariage. Je ne sais pas qui en a parlé avant. Ouais. Mon père, il a dit un soir, il a dit, si vous avez envie de vous marier, mariez-vous en même temps parce que je ne ferai pas 2 noces la même année. Ben c'est ça, finalement, c'est ce que vous avez fait. Là, Ça, oui. finalement- Vous n'avez pas marié 2 hommes, c'était des mariages doubles, mais pas 2 hommes, là. C'était avec votre frère. Je me suis mariée. C'est ça? Il y avait mon frère qui a marié ma belle-sœur, puis moi avec Gérard. Ouais, C'était- Joseph, votre frère. Joseph Oui, Béliveau. on l'appelait Joe, mais c'est Joseph. Et puis, on s'est mariés la même journée. Ouais. Mais ça se faisait souvent, ça, je pense, hein, les mariages doubles. Oui, c'était. C'était Je pourrais pas dire souvent, mais plus souvent qu'aujourd'hui, en tout cas. Ouais, Oui. comme les baptêmes aussi, hein, je pense. Ah oui, ben, les c'était baptêmes, plusieurs oui, les aussi. baptêmes communautaires, c'est arrivé plus tard, ça, oui. Bon. Alors maintenant, on va parler aussi de... Ben, vous avez connu la Deuxième Guerre mondiale, J'ai connu. hein, Le- 1939-1945. C'est ça, oui, Bon. j'ai connu la guerre. Fait oui. que comment vous avez vécu la guerre? Est-ce que vous aviez peur? Ou, J'ai vécu beaucoup de peur là-dedans, moi, Oui? dans la guerre, ben oui. On n'avait pas les nouvelles à la télévision dans le temps, mais on avait le journal. Ouais. Et puis on avait un retardement un peu. Les pays qui avaient été massacrés, Bombardés, bombardés. ouais. Et puis il y en avait un qui nous faisait la lecture tout fort. Après que c'était les gars qui avaient droit de regard sur le journal. Le temps que nous autres, on ramassait la vaisselle autour de la table qu'on lavait la vaisselle, ils nous lisaient le journal. Et puis, moi j'avais beaucoup peur, parce que si je voyais passer un avion, des petits avions là, qui passaient dans le ciel, là, j'allais me cacher parce que je pensais qu'ils étaient rendus à nous bombarder chez nous. Ah oui, j'ai vécu beaucoup de peur. Puis j'ai vécu aussi quand ils ont rendu obligatoire le service militaire. Et puis, il y a eu des gens qui sont allés faire leur entraînement. Ouais. Puis d'autres se sont cachés aussi. Puis il y en a qui se sont cachés. J'ai un beau-frère qui a caché il est venu en congé, puis il n'est pas reparti. Puis il s'est acheté une petite ferme. Son père lui avait donné une petite ferme dans le coin d'une campagne. Et puis il avait caché l'habit militaire dans une armoire. Parce que quand elle a eu son bébé, ma soeur, j'ai allé prendre soin du bébé. J'avais 15 ans, 15-16 ans, je prenais soin du bébé. Et puis j'avais ouvert l'armoire, puis j'avais été surprise de voir un habit militaire. Mais là, il n'a pas eu le temps. Il était déserteur. On les appelait les déserteurs. Et puis, il n'a pas eu le temps d'être comment je pourrais dire, donc, il les ramassait, les déserteurs. Il a pas enrôlés? Il était enrôlé, mais obligatoirement, là, c'était la loi. Là. Oui, c'était la loi. Et puis, la guerre a terminé avant qu'il soit... qu'il l'ait redemandé qu'il aille à la guerre. Qu'il aille le chercher. Puis quand il est trouvé, il punissait. Hein. Je ne sais pas, là, je pense qu'il est envoyé direct au front hein, à ce moment-là. Ça fait que lui, il a eu la chance de ne pas être trouvé, que la guerre finisse avant qu'il soit trouvé. Oui. Et puis... Fait que là, on va se dépêcher un tout petit peu parce que le temps nous bouscule. Et puis, je veux que votre fils témoigne un peu sur vous. Là, revenons à votre mari. Il y a eu un grave accident à la Forano. Ah, mon mari, Oui. oui, ça faisait 3 jours qu'il travaillait à Forano, puis il était dans un ascenseur où il montait du matériel. Et puis, l'ascenseur a fait défaut, puis l'ascenseur est tombé. Et puis lui a été blessé. Il y en a un qui n'a pas eu grand-chose, c'était 3 ouvriers. Il y en a un qui n'a pas eu grand-chose, puis les 2 autres ont eu les jambes blessées, mais mon mari a été blessé pour avoir des séquelles tout le temps de sa vie. Hein. Oui. Il y a eu des opérations dans les jambes, puis les jambes cassées, oui, c'est ça. Puis essayer de retravailler, mais Eh bien, c'était souffrant. Il allait retravailler par bout. Ils l'ont changé de département. Mais il a dû prendre sa retraite. Il n'avait pas 60 ans. Parce que de cet accident-là découlaient d'autres petits accidents, dans le sens, étant donné que son problème était dans ses jambes, bien, il était souvent tombé. Et puis, il se blessait à nouveau. Ça fait que... Puis en même temps, bien, c'est ça, vous êtes retourné à l'école à l'âge de 50 ans? Oui.
Vous êtes, hein? Quand on parle de leader, c'est ça. J'ai pris des cours aux adultes, des cours de français, des cours de français, dactylo, surtout de la dactylo. Oui. Mon mari m'avait acheté une belle dactylo toute neuve. Il dit pour que tu puisses pratiquer. Ça, vous en aviez besoin plus pour la FEAS, je pense, hein, ce cours-là. Pourquoi vous avez retourné à l'école? C'est parce que je voulais mettre sur pied un programme pour les femmes. J'avais entendu à la télévision qu'il y avait un programme qui existait pour les femmes de 40 à 60 ans qui étaient à la maison, puis que les enfants étaient partis de la maison, et puis qu'on se cherchait. Je faisais partie de ce groupe-là. Puis là, le cours se donnait au Cégep Bois de Boulogne, à Montréal. Et puis là, à la FEAS, ils ont dit, y a-t-il une femme qui serait prête à aller chercher le cours? J'ai levé la main. J'ai dit, moi, ça m'intéresse. En collaboration avec la commission scolaire, on a mis sur pied le programme Nouveau départ. On appelait ça pour les femmes. Oui. Pour faire reconnaître aux femmes, on avait du matériel pour travailler, faire reconnaître aux femmes leur qualité, puis leur capacité, puis en tout cas, après le cours, la plupart des femmes ont sorti de la maison, pas pour être méchantes, là. Ils ont sorti de la maison pour aller soit au travail, soit aux études, pour se trouver une activité qui leur convenait pour essayer d'aller un peu plus loin, puis pour regrouper les femmes quand on avait des demandes des demandes à faire au gouvernement, bien, ça va mieux. Ça, c'était provincial, ça, cet cours-là. Là. Oui, ce cours-là, oui. Mais là, juste avant, les gens vont dire, vous avez parti ce qu'on appelle le CAB, le Centre d'action bénévole. C'est vous qui avez parti ça? Ben oui. Ben bravo! Puis il y a des gens qui vont dire, ben la popote, c'est quoi? Popote volante. Là, vous allez dire que je me trompe, hein? Je me trompe pas, hein, quand je dis popote volante. Puis roulante. Je ne l'ai jamais su. Des fois, c'était volant, puis des fois, c'était roulant. Ouais. Mais je pense que le vrai mot, c'est popote roulante. Oui. C'est ça, aujourd'hui, oui. Puis j'étais là, c'est moi qui l'ai mis sur pied, oui. Avec, en collaboration avec un travailleur du CLSC. Oui. Mais à travers tout ça, je prenais toujours de la formation, de relations d'aide, de travail de groupe, comment on travaille, comment on est capable d'écouter, comment on est capable de se faire comprendre. J'en prenais à chaque année, je prenais une session de cours pour... Bon. Et là, vu que le temps nous bouscule, je vais juste quand même continuer pour dire qu'elle a organisé, Irène, une élection municipale. Elle s'est occupée de plusieurs comités, que ce soit de religion, de catéchèse, de relations parents-adolescents. Et puis, le Club Lyon lui a même attribué un prix spécial en reconnaissance à une personne œuvrant bénévolement afin que soit reconnue l'importance de l'engagement social. Et elle a obtenu le prix Foran-Rousseau, remis par le Club Lyon. Alors, et ensuite, en allant à l'Université Laval, elle a suivi des cours pour devenir écrivaine aussi. Elle a 3 volumes à son actif et on va en parler quand même rapidement. Votre premier livre, vous l'avez écrit en quelle année? Mon premier livre, c'est Les choses qui s'en vont et celles qui demeurent. Ça parle de quoi? Ça parle de moi, mon parcours. Et puis, c'était dans le but, moi, quand... Je me suis retrouvée à l'hôpital, fatiguée de toutes ces activités, puis je me suis pas assez écoutée là-dedans. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Puis là, j'ai dit, il faudrait que j'écrive pour dire à mes enfants, c'était quoi ma vie. Puis là, rendu chez nous, j'ai décidé pour écrire, comment on fait ça. Ça fait que je suis allée prendre une session à l'Université Laval, une session pour les adultes sur l'écriture. Puis là, j'ai appris quelques rudiments de l'écriture. Et puis... qu'elle a édité elle-même. Hein? C'est ça. J'ai écrit... J'écrivais pour mes enfants. Puis quand c'était le temps de la correction, il y a un correcteur qui travaillait dans une maison d'édition que j'ai fait connaissance comme ça, sans chercher.
il dit, j'aimerais ça voir ce que vous avez écrit. Il dit, ça va pas rien qu'à la famille, il faut vous le publier pour que le public le sache. Et puis là, c'est là que j'ai fait imprimer les livres, puis on a fait un lancement du livre. Puis je suis rentrée dans mon Vous argent. avez signé des autographes Ah, aussi, ben oui, la signature de l'auteur. C'est ça. Et là, vous avez tellement aimé ça, vous en avez lancé un deuxième aussi. Mais le deuxième est émotif aussi. Le deuxième, là, c'est que quand j'ai fait le lancement de ce livre-là, je sentais tellement de satisfaction que j'ai dit, ça ne restera pas là, il faut que je recommence à écrire, il faut que je continue. Puis, presque une semaine, 15 jours plus tard, bien, il y a l'accident de notre garçon qui meurt en République dominicaine. Très jeune, hein? 44 ans. C'est un accident... Il est allé plonger. C'était un nageur. Un bon nageur. Et puis, il a vu venir une grosse vague. OK, c'est vraiment un nageur, là, pas de plongée, là. Il nageait. Un nageur, oui. Okay. Il traversait le lac Nicolette, puis il gagnait le trophée. OK, ah oui, son nom? Louis-Paul Breton. Et puis, il était sur le bord de la plage en République avec son beau-frère. Et puis, le beau-frère avait une caméra. Il a dit, « Hey, tu filmeras ça, là. Je regarde la grosse vague qui s'en vient, je vais casser la vague. » Puis il a plongé dans la vague, puis il a frappé une motte de sable dans le fond, puis il s'est blessé, ça lui a cassé le cou. C'était assez fort que ça lui a cassé le cou. Il est mort là. Ils l'ont sorti de l'eau, puis il a eu juste le temps, ils ont lu sur ses lèvres, je me suis cassé le cou. Puis ils l'ont emmené à un endroit pour essayer de la réanimation, mais c'était fini. Ça fait que là, j'ai dit, moi, je pense que la pire épreuve dans une vie, c'est de perdre un enfant d'une façon aussi tragique. Et j'ai dit, je l'ai, mon sujet d'écriture. Je savais pas qu'est-ce que... Je voulais continuer d'écrire parce que j'avais beaucoup aimé. Ça fait que j'ai écrit... J'ai parlé à mon fils tout le temps, en écrivant. Je disais tu sais. Je parlais comme s'il avait été à côté de moi. Une libération pour le côté cœur aussi. Ça m'a aidé beaucoup. Quand je disais aux gens, quand je viens trop fatiguée de ma peine, je prends le livre puis je vais le porter dans l'appartement voisin pour me reposer de ma peine. Puis ça s'oublie pas. C'est ça qui a fait le deuxième livre. Le troisième, je voulais écrire. Puis des anecdotes? Là, je lui ai dit, on va y aller avec des anecdotes pour changer un petit peu sortir de cette peine-là. C'est ça. C'est y aller avec le rire, parce que lui avec votre fils, c'était très émouvant aussi. Fait que les anecdotes, c'est ça. Alors maintenant, pour conclure, qu'aimeriez-vous laisser comme message? Parce que vous avez reçu des valeurs de vie et vous en avez transmis également. Puis qu'est-ce que vos plus belles fiertés, là? C'est quoi pour conclure? Là? Vous êtes fiers de quoi, là? Je pense que c'est de quoi je suis plus fière, c'est de la famille que j'ai réussi. Les petits-enfants. Je dis souvent, je ne suis pas riche, ma richesse, c'est ma famille. Mes petits-enfants, mes arrières. Je pense que d'avoir réussi cette partie-là, je pense que c'est la plus grande réussite. Alors maintenant, nous allons entendre le fils, c'est André. C'est le troisième, donc d'une famille de 5 enfants. Bonjour André. Oui, bonjour. Alors comme ça, vous êtes, quand on est le troisième, vous faites partie des deux gangs, hein, les plus vieux et les plus jeunes. Oui, c'est ça. Nous autres, on est toujours dans le premier groupe parce que ma sœur, qui était plus âgée de 4 ans par rapport à moi, il y a eu Louis-Paul 2 ans plus tard, moi ensuite, 2 ans. Ensuite, elle a eu une petite fille qui est morte à la naissance, puis était vraiment trop petite pour vivre. 6 ans plus tard, elle a eu un autre fils, un autre gars. Et 8 ans après, c'est le dernier, Renaud, qui est arrivé. Ouais. Donc, moi, je suis le milieu. Alors, qu'est-ce que les valeurs, qu'est-ce que maman vous a transmis, que vous-même, vous transmettez à vos enfants? Quand
quand elle m'a parlé de ça, j'ai dit, je vais appeler Hélène, la plus vieille, puis j'ai dit, on va en discuter ensemble. Finalement, on en a conclu qu'il y a beaucoup de valeurs, mais une qu'on a surtout reconnue, c'est de valoriser les études. Elle disait, Gérard, lui, il est allé en 4e année, puis il n'avait pas le choix, il fallait qu'il travaille. Moi, je suis allé en 7e, j'avais pas le choix, il fallait que je retourne au travail pour aider. Elle dit, vous autres, si vous avez au moins une 12e année, là, il me semble que là, vous allez être bien équipés là, pour faire ce que vous aimez faire. Oui, donc, puis, ça, la valorisation. Oui, puis les études, ça ne me surprend pas parce qu'ils n'ont jamais voyagé en avion parce qu'ils donnaient l'argent vraiment pour les études des enfants à vos parents. Oui, c'est sûr que c'était pas riche dans ce temps-là. Moi, j'ai connu mon père qui nous a appris avec le cinéma Laurier, appelé civil, à faire les vues, comme on appelait. Il travaillait le soir à 2 piastres par soir pour ramasser un petit peu plus d'argent pour aider à payer la nouvelle maison qu'il venait de bâtir. Là. Moi, j'avais 5 ans à ce moment-là quand on est arrivé dans la nouvelle maison. Donc, tout ça pour dire que l'argent, il n'y en avait pas beaucoup, puis on pelletait des cours à 10 cents. Puis on ramassait des bouteilles à 1 cent pour s'acheter des petites choses, moi puis mon frère plus vieux. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à la TVC. Merci beaucoup, Irène Béliveau. Donc, et j'espère que vous allez avoir une belle continuité malgré la COVID, hein, parce que ça a quand même affecté beaucoup de monde, comme avec vous-même, avec les petits-enfants. Mais là, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Alors, je vous invite en même temps à la bibliothèque. Hein, bibliothèque municipale, on peut aller lire vos livres, hein? Irène? Ça, il était là, oui. Bon, alors voilà, on n'a qu'à appeler. Sinon, faites une demande à la bibliothèque de retrouver ou de retracer les livres donc, de Irène. Bien, merci, on se dit à la prochaine. Merci. Au revoir. Merci. Alors, cela complète évidemment l'émission Mémoire vivante, en espérant que vous avez apprécié nos invités d'aujourd'hui. Et on se dit à une prochaine fois.